Bonjour à tous donc, et bienvenue pour cette conférence de Business Challenge au sein de Premium Sourcing 2021. Donc l'idée de ce Business Challenge, ça va être d'étudier des cas pratiques pour comprendre vraiment comment communiquer efficacement dans des situations que vous pouvez rencontrer au quotidien selon vos stratégies, vos objectifs et vos plans d'action, je dirais, d'entreprise. En fait, on a voulu faire cette conférence cette année qui est un peu différente de celle qu'on fait d'habitude parce qu'on s'est rendu compte qu'on vous fait beaucoup de conférences avec des astuces pour utiliser les réseaux sociaux. On vous parle beaucoup de contenu. Mais en réalité, quand vous rentrez chez vous avec tout ce que vous avez vu pendant le salon, vous ne savez pas trop par où commencer ni comment le mettre en place concrètement. Donc là, ce que vous allez voir sur les PowerPoint, en fait, c'est une proposition. Après, on n'a pas la science infuse sur Open Sourcing, mais c'est une proposition de comment créer en fait une campagne de communication quasiment de A à Z, étape par étape, sur des situations que vous rencontrez certainement dans votre quotidien. Donc, si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas, il y a le micro qui circule. Et vous pouvez, comme on n'est pas nombreux, même nous poser des questions au fur et à mesure. Voilà, on pourra tout à fait, comme ça, étudier vos cas spécifiques en deçà des cas qu'on va présenter actuellement. Donc rapidement, on va juste se présenter. Donc nous, on fait partie d'European Sourcing. Donc moi-même, Gaël Roland, je suis le responsable marketing de la société, accompagné d'Alexandra Benjamin, du coup. Et moi, je suis à la partie web marketing avec Gaëlle et la partie communication. Certains m'ont déjà eu ou vu parce qu'avant, j'étais avec la partie revendeur, en fait. Concrètement, voilà comment va se passer la conférence aujourd'hui. On a déjà un peu spoilé la conférence en vous expliquant ce qu'était le Business Challenge. Et après, on va voir notamment des cas pratiques qu'on a. Alors nous, on en a déterminé. Si vous en avez d'autres, on peut aussi le faire en direct, il n'y a pas de souci. Mais on a déterminé en fait 4 cas pratiques que vous rencontrez certainement dans votre quotidien, notamment des produits. Enfin, le premier qui est sur le fait de trouver des produits sur Premium ou sur un salon ou même chez un fournisseur. Le fait de changer de site internet ou parce que c'est la date anniversaire de votre société ou parce qu'à ce moment, et on en parle beaucoup, vous êtes dans une démarche RSE, comment vous pouvez valoriser tout ça. Donc c'est ce qu'on vous a dit. Vous avez du coup un plan de communication à chaque fois à la clé. On l'a divisé en 2 parties. Une partie avec entre guillemets 0 moyens ou très peu de moyens parce qu'on sait que le temps coûte quand même de l'argent. Et une partie où on vous donne avec d'autres outils. L'idée c'est comme une recette. Vous piochez dedans des choses que vous avez et vous repartez derrière avec une feuille de route. Donc vraiment les objectifs, ça va être de comprendre les enjeux de l'inbound marketing. L'inbound marketing, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité, via des stratégies marketing de communication, d'attirer et de capter des nouveaux leads, des nouveaux prospects, des nouveaux clients, au lieu de toujours pousser l'information vers eux. Donc on est plus dans une stratégie de captation et on va venir attirer ces prospects, ces clients vers nous, vers l'entreprise. On a pris des outils que vous avez. Enfin, vous allez voir, on n'est pas allé chercher des outils révolutionnaires. Vous allez voir ce dont on parle, vous l'avez seulement, vous ne savez jamais par quoi attaquer parce que souvent vous avez la tête dans le guidon. Et quand vous sortez de là, c'est la fin d'année à mettre en place. En plus, avec ce qui s'est passé avec les confinements et la crise sanitaire, il y a plein d'enjeux qui sont derrière. Donc vraiment, j'insiste, nous, notre idée, c'était de vous permettre d'avoir une feuille de route avec des sujets que vous abordez, dans quel ordre vous gérez les réseaux sociaux, l'emailing et tout ça. Le premier cas de figure qu'on va voir, c'est le fait que vous ayez repéré un produit sur, au hasard, le salon Premium Sourcing. On a pris au hasard. Et du coup, vous avez trouvé un produit qui va fonctionner, vous le sentez, vous savez que ça va fonctionner pour la fin d'année, pour les cadeaux de fin d'année. Et donc, vous voulez le mettre en avant, mais vous ne savez pas forcément comment faire. La première chose à faire, ce que nous, on vous conseille du moins, c'est ce que je vous dis, après c'est notre feuille de route à nous, c'est de commencer à produire du contenu pour vos réseaux sociaux. Je pense que vous avez tous, et on les voit là sur la table, vous avez tous un smartphone. C'est que vous profitez du salon, et notamment là où c'est un peu plus calme, vous profitez du salon pour aller faire des petites vidéos sur les produits, en fait. Vous allez faire, mais c'est très bien, enfin, c'est une captation qui est assez rapide. Vous faites une démo du produit comme ça, ou mieux, vous pouvez même en faire plusieurs. C'est-à-dire, vous faites une vidéo avec la démo du produit. Vous pouvez également faire une petite vidéo avec le fournisseur qui vous explique la nouveauté et tout ça. Et ça, vous allez pouvoir vous en servir du coup pour faire du teasing sur vos réseaux sociaux en expliquant que vous êtes sur un salon professionnel. Déjà, ça montre que vous êtes aussi dynamique, que vous êtes présent là où il se passe des choses dans votre secteur. Et également, ça va vous permettre d'amorcer en fait l'intérêt de votre audience pour ce produit que vous sentez être le produit de la fin de l'année
ou un des produits de la fin de l'année. Et ça, c'est des choses, généralement, vous y pensez quand vous rentrez chez vous, vous vous dites, je voudrais en parler, mais alors là, il faut ouvrir Photoshop, il faut demander au fournisseur une vidéo. Et c'est un peu la misère, en fait. Ça vous prend du temps. Alors que là, vous êtes sur le salon, ça vous prend quelques minutes et vous pouvez le faire là directement. C'est ça. La première étape, vous êtes vraiment sur l'aspect teasing, c'est-à-dire on n'est pas encore en train de faire une fiche produit complète et de donner tous les arguments, etc. Mais on est vraiment un petit peu comme la bande-annonce au cinéma. On est en train de présenter ce qui va arriver dans le futur. Pendant que vous lancez ces phases de teasing, vous allez pouvoir commencer à travailler et anticiper la création des autres étapes qui vont être du coup le site internet, les réseaux sociaux et l'emailing. Pour le site internet, l'idée, en fait, c'est que vous avez la possibilité, pour la plupart, de mettre des bannières publicitaires. Et ben, vous mettez en avant ce produit. Souvent, les fournisseurs, d'ailleurs, peuvent vous les donner, ces bannières publicitaires. On travaille toujours sur une idée, en fait, de teasing. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour en parler. Il faut vraiment, dès que vous commencez à en parler sur vos réseaux, que tous vos autres supports commencent à suivre et soient cohérents par rapport à ce que vous faites sur les réseaux, en réalité. On vous a donné d'autres idées, c'est le fait que si vous parlez d'un outil, d'un produit sur vos sites internet, vous avez souvent la possibilité d'en mettre quelques-uns, vous savez, une sélection sur votre page d'accueil. Souvent, on a peur d'être rébarbatif. C'est pas du tout vrai. On n'est jamais assez rébarbatif sur Internet. Je pense que même vous, quand vous cherchez quelque chose sur Internet, si ça clignote pas, vous ne le trouverez pas, en fait. Si vous regardez ce que vous achetez vous-même ou la manière dont vous réagissez, vous, sur Internet, quand vous cherchez des informations, le fait de répéter, c'est-à-dire d'avoir un bouton dans un menu, d'avoir une image, ça répond à certains besoins. Certains sont dans le visuel, c'est-à-dire que l'image va les rassurer. D'autres, c'est l'écrit. Donc, n'hésitez pas à remettre en avant plusieurs fois ce produit si vous le sentez. C'est ça. Ne pas hésiter aussi à changer des fois les positionnements d'où vous allez les afficher. Peut-être la bannière en page d'accueil, mais peut-être aussi une bannière sur une autre partie de votre site, ou faire une bannière, je dis n'importe quoi, hein, sur un formulaire de contact au-dessus, parce que le cerveau s'habitue, vos clients qui ont l'habitude déjà d'arriver sur votre site, ont la connaissance de votre site et le cerveau va automatiquement squeezer, ne pas lire en fait certaines parties parce qu'on sait qu'ici il y a un bandeau publicitaire et qu'on va aller chercher directement le module de recherche pour aller taper le produit. Donc ne pas hésiter alors à modifier un petit peu ces emplacements pour perturber un petit peu les habitudes, on va dire, de lecture de vos visiteurs et du coup que ces visuels, ces bannières soient plus mises en avant parce que du coup on n'a pas l'habitude de la voir ici. Ou à ces emplacements qui sont d'habitude toujours prédéfinis. On vous parle du blog également dans la deuxième phase parce que l'erreur qu'on fait souvent sur les réseaux sociaux, nous on le voit avec nos clients, c'est qu'en fait vous voulez faire un post qui dit tout et après on passe à autre chose. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez entre guillemets un peu à la ramasse de contenu et c'est dur, il y en a beaucoup à produire, on a l'impression que c'est douloureux. Alors que par exemple ce produit-là, ça peut faire l'objet, enfin je dis quelque chose au hasard, mais vous avez vu une enceinte Bluetooth qui vous plaît et si vous trouvez que c'est le produit de la fin de l'année, vous pourriez faire 4 ou 5 articles de blog autour de ça en fait. Et ces 5 articles de blog peuvent être divisés eux-mêmes en 5 ou 6 posts sur les réseaux sociaux. Vous imaginez le contenu que vous avez produit à travers un seul produit en fait. Et ça, quand on veut vous faire comprendre avec notre conférence, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de créer du contenu. Ce n'est pas forcément douloureux. Ça prend forcément un peu de temps, on ne va pas vous le cacher. Mais il est possible de faire des choses de manière plus commune, c'est-à-dire plus facilement. Vous n'allez pas faire un article de blog qui explique pourquoi l'enceinte, c'est le produit de la fin de l'année avec tout expliqué de A à Z. Vous allez faire d'abord peut-être un test produit un peu sympa. Après, un deuxième article qui explique dans quelles conditions, avec quel budget vous pourriez faire, par exemple, offrir cette enceinte. Quel type de marquage vous pourriez faire aussi sur cette enceinte. Et après, vous pourriez faire un autre article qui est le témoignage client en fait, de quelqu'un qui aurait pu vous commander, qui a pu vous commander cette enceinte. C'est un petit peu ce qu'on reprend alors avec le troisième point, les réseaux sociaux et la présentation produit, le CAP, qui est caractéristiques, arguments, preuves. Généralement, pour un même produit, vous avez plusieurs caractéristiques, plusieurs arguments. Vous pouvez tout à fait construire des contenus qui vont faire le focus sur un des caractéristiques qui va répondre à un besoin avec un argument. Et on a toujours 3 ou 4 arguments principaux pour le même produit. Donc je vais pouvoir créer 4 ou 5 contenus qui auront du coup des arguments différents, qui pourront intéresser des prospects ou des cibles différentes. Du moins, l'argument va pouvoir convaincre certains groupes de personnes, alors que l'autre argument ne fera pas le même effet sur ce même groupe de personnes. Donc avec un même produit, avec quelques arguments, vous allez pouvoir déconstruire cela en plusieurs bannières, en plusieurs articles de blog, en plusieurs posts sur les réseaux sociaux, et en ayant cette logique, je dirais, en partant peut-être du plus global, en allant au plus spécifique. Il y a plusieurs façons derrière de le faire, mais l'idée, c'est vraiment de
comme Alex disait, de ne pas forcément faire une fiche produit qui va tout regrouper, mais de le découper en segments, en plusieurs parties plus précises. Et le plus dur, en vrai, c'est de vous poser et de prendre un papier ou un Word et de le faire. Nous, on le voit avec des clients quand on en parle. Là, tout ce qu'on vous dit, je suis sûre que vous vous dites, bah, c'est logique, en fait. Mais le problème, c'est que quand vous arrivez, que je vous montre l'enceinte ou la gourde ou un autre produit, quand vous allez parler avec moi, vous allez savoir exactement me dire pourquoi ce produit il est génial. Mais quand c'est le moment de le mettre sur vos réseaux sociaux, il n'y a plus personne en fait. Mais alors que c'est exactement ces arguments-là. Parce que souvent, vous savez pourquoi ce produit se différencie des autres et dans quelle situation il peut être la bonne opportunité et il peut être différenciant pour vos clients à vous, en fait. Et ça, c'est exactement, vous prenez un Word ou un papier, si vous préférez écrire, et vous posez tout ça à l'écrit, vous allez voir, ça va vous faire des sujets, en fait, pour des posts sur les réseaux sociaux, notamment. Et c'est pour ça qu'on y revient, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait un peu... Ça, c'est du personal branding. Enfin, vous pouvez commencer à lancer dès aujourd'hui. Vous faites des petits posts et tout. Vous occupez le terrain, en fait. Vous commencez dès aujourd'hui à faire ça. Vous rentrez chez vous. Vous mettez en place vos bannières. Vous mettez en avant votre produit. Et vous commencez à écrire quelques articles. Dans un mois, on se retrouve et vous avez déjà l'étape 3 où vous avez déjà commencé à faire d'autres posts qui, en fait, appuient tout le reste, déjà tout ce qui a été fait. Et dans vos emailings, vous reprenez ce fameux cap, en fait, cette fameuse analyse, et vous en faites autant d'emailing, en fait. Et comme ça, vous n'envoyez pas qu'un emailing en octobre en vous disant ça va marcher pour toute l'année. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Même vous, quand vous êtes dans votre vie commune, vous recevez des fois 3 emails qui vous disent la même chose. Mais ces 3 emails, en fait, qui permettent de vous faire passer à l'achat. On sait qu'il faut X nombre de contacts avec une personne pour que derrière, il y ait une vraie demande d'information ou un achat. En réalité, ça ne se passe pas dès la première fois, ou c'est sur Tinder que ça se passe comme ça, en vrai. Vraiment, ces 4 étapes-là vont reprendre, on va dire, la première étape qui va être de susciter l'attention de vos prospects clients, d'attirer leur regard et donc du coup leur intérêt pour votre produit. La phase site internet, réseaux sociaux, vous entretenez cette relation et cet intérêt et vous allez pouvoir après les relancer avec des emailings pour les faire passer à l'acte d'achat. En fait. Et donc vous avez un cycle, je dirais, de captation, de maturation et derrière de vente ou de passage à l'objectif. Ouais, c'est une logique vraiment de storytelling, mais est-ce qu'on peut le quantifier, là, ce cycle, en termes de temps ? Moi, je pense que là, tu le commences maintenant et on est vers la fin. La partie réseaux sociaux, moi, je la commencerai dès maintenant. J'en aurais déjà fait dès à présent, en réalité. Je rentre d'ici la semaine prochaine, j'ai mis mes bannières publicitaires, tous mes produits phares. J'ai préparé pour d'ici la fin du mois, tu vois, de septembre, des thématiques. Et mes articles de blog, à la fin du mois de septembre, il y en a un qui sort. En fait, tous les mois, il y en a un qui sort comme ça. Et en fait, l'étape 2 et l'étape 3, elles sont très liées parce que sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir faire des relais des articles de blog. Donc, c'est au fur et à mesure que vous le faites, en fait, que ça va sortir. Vous n'allez pas vous dire, bon, je me prends décembre et je relais tous mes articles, ça ne marche pas. C'est vraiment au fur et à mesure que vous allez relayer ces articles. Et les emailings, vous en faites l'équivalent de peut-être 1 ou 2 par mois. S'il n'y a qu'un produit, c'est 1 ou 2 par mois. Si vous avez plusieurs produits, c'est bien les emailings d'être présents. Alors, je sais qu'il ne faut pas harceler les gens, mais si vos emailings, ce ne sont pas que des images, déjà ça, on oublie à l'email où ce n'est qu'une image, on oublie pour une raison déjà qui est archi simple. Par exemple, moi, sur mon iPhone, si vous m'envoyez qu'une seule image, je ne vois rien. Vous savez, des fois, pour aller plus vite, on prend Canva ou Photoshop et on fait un email, ce n'est qu'une image. Moi, notamment sur mon iPhone, c'est sécurisé, je ne vois absolument pas l'image. Donc, mon email est vide. Et en fait, on se rend compte, même nous, quand on le teste, nous-mêmes, chez Open Sourcing, les emails qui fonctionnent le plus sont des emails écrits où il n'y a pas d'image, en fait, où ce n'est pas la page publicitaire pure et dure. En fait, c'est vraiment nous qui vous parlons. Et donc là, c'est vous qui parlez à vos prospects. Et ça fonctionne mieux et c'est vraiment, vraiment moins long à faire. Voilà. Et après, une fois que vous avez créé, alors surtout pas de duplicate content, donc on ne copie-colle pas un même contenu sur son site web, par exemple, que sur ses réseaux sociaux ou sur d'autres supports. Mais par contre, on peut reformuler. Vous avez un article de blog que vous avez écrit qui fait 1 page avec quelques photos, etc. Vous allez tout à fait pouvoir en faire une version de 5 lignes pour les réseaux sociaux, une version de 10 lignes pour faire un emailing, et donc avec le même contenu de base qui est assez complet, justement en découper, le reformuler, en faire une version courte, moyenne, plus adaptée, plus directe, plus soutenue, etc., etc. Et donc ça va vous permettre aussi de gagner du temps, parce qu'une fois qu'on a préparé cette première feuille, le déconstruire, c'est beaucoup plus rapide et simple, parce qu'on a déjà tout ce contenu initial.
Et les visuels que vous utilisez pour les réseaux peuvent servir pour l'emailing en réalité. Et comme ça, vous avez gagné du temps dans la production de contenu. Ça, c'est la partie avec un peu plus de budget. Donc, on a gardé la trame. Vous voyez, en petit, c'est des choses qu'on vous a déjà dites, en fait. Mais en plus gros, c'est des outils que nous, on rajouterait, mais qui demandent forcément soit des outils et donc un peu plus de budget. Notamment le fait de faire des landing pages. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une landing page. En fait, c'est ce qu'on appelle une page d'atterrissage. Quand vous vous inscrivez, par exemple, au webinaire, notamment par exemple, les webinaires d'European Sourcing, vous irez voir sur nos réseaux sociaux, on ne vous renvoie pas vers la page d'accueil d'European Sourcing parce que si on faisait ça, vous ne trouveriez jamais où vous inscrire et vous partiriez faire autre chose. Alors, on vous renvoie vers une page qui est complètement dédiée, qui ressemble un peu à un site internet. Ce n'est qu'une seule page, en fait, qui n'est dédiée qu'à ce sujet-là. On vous le montrera tout à l'heure, on en a mis un exemple. C'est vraiment un mini site web d'une seule page où vous allez avoir retrouvé toutes les informations qui sont utiles et qui vont permettre à la personne qui vient visiter cette page de me dire ça m'intéresse, je remplis le formulaire et je les contacte. Que ce soit pour lancer un produit, pour télécharger un livre-banc, pour l'inscription par exemple pour PS avec les codes justement d'invitation, etc. C'est une landing page avec un formulaire et donc vous atterrissez forcément là-dessus. On vous en a mis une en exemple. En fait, nous, elle est beaucoup plus longue, mais du coup, on vous a fait juste le screen parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que quand vous faites un site internet n'a qu'une page d'accueil. Par contre, un site internet peut avoir 100 landing pages si on veut. Ça dépend de votre stratégie. Vous pourriez avoir une landing page, par exemple, parce que vous faites vous-même des événements, pour l'inscription à des événements. Une landing page parce que vous faites un jeu concours. Une landing page par produit un peu phare, par exemple. Ou pour l'inscription des catalogues, vous savez, quand certaines sociétés demandent pour recevoir des catalogues, envoient des catalogues papier, et bien vous pourriez avoir une landing page dédiée. La landing page, elle a un formulaire de contact, parce que l'objectif d'une landing page, c'est de récupérer du leads, donc du contact derrière, pour enrichir votre base de données. Et en fait, une page d'accueil d'un site internet, c'est un peu comme un magasin. Enfin, je compare toujours ça, moi, un magasin. On y met un petit peu tout ce qu'on fait, en fait, pour que les gens aient une visibilité globale de nos services. Oui, ça, une visite globale. Et alors qu'une landing page, c'est comme si je prenais un service et je lui dédie un site internet. Et donc, c'est ultra spécialisé. Et généralement, dans sa construction, c'est assez impactant et ça reprend un peu ce système-là du CAP dont on vous parlait, en fait, de cette analyse. Vous avez les caractéristiques, l'argumentaire qui prouve et les preuves de ces caractéristiques. L'intérêt vraiment de la landing page, c'est qu'elle répond à un objectif précis, d'une façon et généralement pour une seule cible. Donc, on a une landing page pour un objectif, un produit, une cible. Ce qui va vous permettre typiquement, vous travaillez dans le pharmaceutique, dans l'industrie auto, etc. Vous allez potentiellement avoir une landing page pour l'industrie automobile qui va avoir le discours, la façon de parler de ce milieu, de ce secteur de marché, avec des mots-clés spécifiques, avec des formulations spécifiques à ce marché. Et vous aurez une autre landing page potentiellement qui vend le même produit, mais au marché pharmaceutique, avec une autre façon de présenter qui va répondre à leurs besoins de ce marché spécifique, pour un même produit. Alors, comme on vous disait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que vos réseaux sociaux, une fois que vous utilisez vos réseaux sociaux, et bien, au lieu de renvoyer sur votre site internet ou sur la page d'accueil, il n'y aura que cette bannière publicitaire qui parlera de ce fameux produit. Comme vous ne l'avez pas forcément encore mis en place, vous n'êtes pas forcément opérationnel parce que le fournisseur ne l'a pas lui-même mis dans sa donnée ou quoi que ce soit, et bien vous créez des landing pages qui vous permettent de récupérer la donnée. Et derrière, vous allez pouvoir lui envoyer à ces personnes qui se sont inscrites sur ce formulaire d'inscription, en fait, tout simplement, c'est ça. Hein. Lui envoyer un catalogue, lui envoyer un petit emailing qui est ultra ciblé. Et déjà, vous êtes sûr que derrière, ça va ouvrir et cliquer, en fait, parce que les gens sont intéressés. Les gens qui s'inscrivent sur une landing page, c'est des gens qui ont déjà fait la moitié du chemin en termes de commercialisation, en réalité. Ça. Et on parle, en fait, de page d'atterrissage, parce que du coup, que ce soit vos réseaux sociaux, votre site web, le Google Ads, donc tout ce qui va être après bannière sponsorisée, paiement pour apparaître mieux sur Google en version payante, vont renvoyer sur cette landing page qui va servir d'atterrissage en fait à tous les leads, à tous les prospects, et qui va venir derrière convertir et transformer du coup ces prospects en futurs clients de votre société. Dans le Google Ads, on vous parle de mots-clés de longue traîne parce qu'on sait également que parmi nos clients, tout le monde n'a pas un budget
illimité. Je vois vos regards vides un peu des fois. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame, avec sa longue traîne? En fait, les mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire que, par exemple, pour mon enceinte Bluetooth, je vais pas choisir de faire de l'AdWords, en fait, sur le mot-clé enceinte publicitaire, parce que vous êtes énormément, c'est un mot-clé qui est concurrentiel, et moi, j'ai pas forcément le budget derrière pour le faire. Donc, je vais choisir un mot-clé qui est beaucoup plus large, en fait, et qui est moins coûteux, et où il y a moins de concurrence. Donc là, en plus, enceinte Bluetooth, moi, j'ai pas pris le bon exemple, j'ai pas d'exemple. C'est ça. Concrètement, pour faire très simple, si on prend le mot-clé que vous voulez tous, qui est objet publicitaire ou objet média, ce mot-clé, tout le monde le veut. C'est-à-dire que, par exemple, le clic sur la bannière va vous coûter 10 € le clic, ou 8 € le clic, ou 7 € le clic. Par contre, objet publicitaire, marché pharmaceutique, je rajoute plus de mots, je spécialise donc ma recherche, je spécialise les gens qui vont venir atterrir dessus. Ce mot-clé-là, peut-être, me coûte 20 centimes le clic. Donc avec 10 ou 20 € de budget, je vais pouvoir générer peut-être X clics. Là où dans l'autre cas, avec le même budget, j'aurai 1 ou 2 clics. Donc c'est vraiment quand on a des plus petits budgets qu'on va cibler ces mots-clés un petit peu plus en rajoutant du coup des mots dans le nombre de mots-clés. Donc on va aller jusqu'à 3 mots, 4 mots, ce qu'on va appeler du coup de la long train, et ce qui va me permettre de cibler beaucoup mieux et d'aller là où les autres ne vont pas. Parce que si on prend l'objet Rama qui est leader, ah oui, objet publicitaire, objet média, il a tout acheté. Il est toujours en premier. Par contre, objet publicitaire pharmaceutique, objet publicitaire automoto, je ne sais quoi, ce sont des mots-clés qui peuvent être, qui ne va pas apprendre parce que de toute façon, lui, il va se concentrer sur ceux où il n'y a que 2 mots ou un seul mot, par exemple. Donc vous qui êtes pas de même force de frappe, je dirais, qu'un objet Rama, allez justement sur ces segments beaucoup plus ciblés, parce que vous allez pouvoir gagner beaucoup plus de visibilité sur segments et gagner un leadership sur segments. Parce que si personne n'y va, le premier qui va y aller va récupérer tout le lead, en fait, dans un premier temps, et va devenir le leader sur cet aspect-là et sur cette cible-là. Ensuite, on vous parle de campagnes influenceurs. On pense souvent qu'avec l'objet pub, les campagnes influenceurs n'ont pas lieu d'être, mais en réalité, il existe des campagnes influenceurs qui ne coûtent pas grand-chose. C'est celle avec vos employés, en fait. Le fait, par exemple, d'avoir une enceinte Bluetooth nominative avec le nom de vos employés, qui sont eux-mêmes souvent sur LinkedIn, en réalité, ça va leur permettre de mettre en avant un produit concrètement, et pas seulement avec des photos qu'on voit partout parce que les fournisseurs les ont données, par exemple. Enfin, c'est un exemple que je vous donne, le fait d'avoir des produits, des fois, que vos employés vont utiliser et mettre en avant dans une vraie situation. C'est comme Ikea. Ikea, vous achetez la bougie parce que la bougie, elle est mise en avant quand vous arrivez dans des petites pièces, vous savez, avec des mises en scène. Et bien, vos employés, ce sont des influenceurs qui ne coûtent pas forcément cher, en fait, et qui vont vous permettre de porter cette image et de mettre en avant certains produits. Il y a également la possibilité de faire des témoignages clients. Alors, je sais que c'est le sujet un peu touchy à chaque fois, mais il faut vous dire que ces témoignages clients, souvent, ils sont plus forts que ce que vous allez dire parce que ce sont des vraies preuves en termes de marketing et d'achat. Donc, c'est important, si vous avez des clients avec qui vous êtes proche, de confiance, de leur demander de faire soit un témoignage à l'écrit s'ils ne sont pas à l'aise, et le mieux, ça reste quand même la petite vidéo, quoi. Après, s'ils ne sont pas à l'aise à la vidéo, en vidéo, il existe une autre solution, c'est de faire des sortes de LinkedIn podcast. C'est-à-dire que vous allez mettre une photo de l'enceinte et vous faites une captation de la voix, vous savez, comme un podcast. Et après, sur Canva, par exemple, vous mettez le son sur l'image. Donc, l'image est statique. Et les gens, par contre, s'ils cliquent sur Play, ils entendent ce qui se dit. Et il reste comme un podcast. Et ça, c'est bon aussi pour l'algorithme parce que sur LinkedIn, mais sur tous les réseaux, plus les gens restent sur votre post, plus le réseau le pense qualitatif, en fait. Et donc là, comme c'est un podcast, les gens restent, en fait. Donc après, on revient sur toutes les étapes d'emailing pour garder cette relation et communiquer régulièrement avec vos clients. Et l'étape qui va être assez importante aussi, c'est tout ce qu'on va appeler le marketing automation. C'est-à-dire, pour faire très simple, je crée des processus avec différentes étapes qui vont venir s'enchaîner les unes les autres de façon automatique. On y reviendra un tout petit peu après avec une slide qui présentera un petit peu plus le cas de façon concrète sur cet aspect-là. Alors, comme on est un peu pris par le temps, je pense qu'on a prévu plus long sur notre PowerPoint avant que Florent nous mette dehors. En fait, la partie, vous vous souvenez, dans nos cas pratiques, donc là, voilà, vous allez voir, en fait, on va vous en montrer 2, mais en réalité, les 2 derniers, alors celui-là, je veux valoriser ma démarche RSE. Ce qu'on voulait aussi vous faire comprendre, c'est qu'en fait, avec une feuille de route, vous pouvez traiter plusieurs sujets.
En fait, je veux la démarche RSE, vous pourriez le reprendre quasiment à l'identique que ça. Si vous voulez, de toute façon, après, on peut vous envoyer les PowerPoint, on pourra les mettre à disposition. Comme ça, vous aurez toutes les feuilles de route pour chacune des cas de figure. J'enlèverai aussi les fautes. Et du coup, comme ça, vous pourrez voir. On passe juste au deuxième. Ce qu'il faut vraiment se dire, en fait, c'est que concrètement, le marketing, c'est très facile. Là, avec ces 8 étapes, en fonction de mon objectif, je vais venir les replacer à différents endroits. Donc peut-être que l'étape 6 se passera à étape 2, etc. Je vais venir bouger ces étapes-là pour répondre à différents objectifs. Et en l'occurrence, les 4 cas qu'on peut vous présenter vont reprendre globalement l'ensemble de ces étapes, mais pas organisées de la même façon et dans la même délai ou dans la même suite logique. On avait pris l'exemple également de la mise en ligne d'un nouveau site internet. Et là, vous avez toujours, vous voyez, c'est ce que disait Gaëlle, exactement les mêmes outils qui interviennent, mais juste pas au même moment. La seule chose sur le site internet, c'est que vous avez la partie communiqué de presse. On n'y pense pas assez, mais la presse locale, généralement, elle est friande, elle cherche toujours du contenu, parce que même, il faut qu'ils remplissent tous les jours les colonnes. Et le fait de sortir un nouveau site internet, ça peut être l'occasion pour la presse locale de parler de vous. Vous allez vous dire, super, mes clients, ils ne sont pas en local. Par contre, la presse a souvent un site internet. Et les sites internet, du coup, de cette presse, nous, par exemple, chez nous, à Agen, on a le Petit Bleu et Sud-Ouest, font des liens vers votre propre site internet, ce qui vous permet de travailler votre référencement naturel. Voilà. Et comme on disait, ça reprend exactement en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais pas forcément dans le même sens. Là, par exemple, une des choses qu'on a rajoutées, c'est le fait de travailler sur l'événementiel et l'événementiel digital. L'événementiel en physique, c'est vraiment le mieux. Nous aussi, c'est ce qu'on préfère. Mais il existe aujourd'hui la possibilité de travailler sur l'événementiel digital, notamment en proposant, par exemple, des webinaires. Vous allez me dire, super, on sort d'un site internet, pourquoi je vais faire des webinaires? Mais pour attirer les gens sur votre site internet. Donc faire des petites tables rondes, faire venir peut-être des fournisseurs ou des gens avec qui vous avez un intérêt, des clients à vous, avoir un échange comme ça va permettre, vous, de récupérer de la donnée avec des landing pages, comme on a vu, et également de faire du trafic sur votre site internet. Et on vous a donné la notion de gaming. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, c'est les escape games. Et il y a de plus en plus de sociétés d'escape games en ligne qui se proposent pour de l'événementiel. Donc, c'est une idée qu'on vous donne. Mais par exemple, si on sort un site internet aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, c'est faire le buzz. Dire aux gens, you, il y a quelque chose de nouveau qui se passe chez nous, en fait. Donc, on pourrait très bien dire, pour l'occasion, on organise la semaine du développement durable dans l'objet pub et on fait plein de webinaires là-dessus, avec des fournisseurs avec lesquels je travaille et également avec des partenaires. Et toute la semaine, vous pouvez essayer de tenter un iPad, je dis quelque chose au hasard, en essayant de trouver la sortie de l'escape game European Sourcing. Vous voyez un peu l'état d'esprit, du coup, que pour faire de cette sortie de site internet un événement, en fait. Et que, du coup, on travaille l'esprit communautaire. Les gens se sentent attachés à votre marque et, du coup, ils iront plus facilement commenter vos réseaux sociaux et tout ça. Ils auront un sentiment d'appartenance. Alors, je ne sais pas, on peut continuer ou on arrête? On peut? Ça sera filmé. Parce qu'on voulait vous montrer celle-là, on en était tellement fiers. Donc là, c'était l'idée dans le cadre d'un nouveau cas, c'est l'anniversaire de votre société. Retour vers le futur, parce qu'on va repartir un petit peu sur les process qu'on vient de vous présenter, où on va pouvoir aussi, en fait, sur le même principe, utiliser ces mêmes étapes en les mettant les unes après les autres de façon un petit peu différente pour pouvoir répondre à ce même objectif. Peut-être passer sur la automation. Alors juste sur celle-là, je m'arrête juste sur celle-là, sur la démarche RSE. Je vous le dis parce que nous, ça a fait un petit débat même entre nous sur la campagne influenceur en fait. Parce que moi, je pense que sur une démarche RSE, il est possible de faire venir des influenceurs. Aujourd'hui, les influenceurs grand public sont très axés écologie, démarche RSE et tout ça. Ils sont très sensibilisés à ça et ils ont sensibilisé aussi leur communauté. Et vous pourriez très bien imaginer faire venir des influenceurs chez vous qui juste viennent faire des photos, vous interviewer, partagent ça en story sur leur Instagram ou en photo ou sur des vidéos YouTube. Parce que moi-même, par exemple, avec Instagram, je reçois beaucoup de cadeaux. Je reçois beaucoup de goodies chez moi et je ne sais jamais d'où ça vient, en fait.
Alors maintenant que je travaille sur Open Sourcing, j'ai compris d'où ça venait. Mais avant tout ça, je ne savais pas. Je pensais, franchement, honnêtement, c'était peut-être bête, mais je pensais que c'était les marques en fait qui les produisaient. Alors que on pourrait très bien imaginer une campagne où je reçois, par exemple, la dernière fois, j'ai reçu toute une partie de gourdes. Eh ben, je reçois ma petite gourde qui est personnalisée avec mon nom et dedans, j'ai une invitation parce que vous entendez bien avec cette marque qui dit Alexandra, voilà la gourde que tu as, elle a été faite par tel revendeur. Et nous t'invitons à passer un week-end, enfin 2 jours chez nous pour que vous découvriez qui nous sommes et en quoi cette gourde aujourd'hui peut sauver le monde. Et là, je viens et je découvre avec vous dans vos locaux toute la démarche derrière qu'il y a et je peux en parler en fait. Et donc vous, ça vous permet d'avoir de la visibilité et d'expliquer. Parce que le problème de la démarche RSE, c'est la pédagogie. C'est vraiment l'axe central. Tout à l'heure, on vous parlait de teasing sur le produit. Pour la démarche RSE, c'est vraiment faire preuve de pédagogie. On n'est pas dans du militantisme pur et dur qui dit « nous, on est dans une démarche RSE, tout le monde doit l'être ». Ça, c'est le monde idéal. Aujourd'hui, pour que les gens comprennent et adhèrent à votre démarche RSE, il va falloir expliquer ce que c'est, expliquer pourquoi vous la faites et faire du storytelling comme ça, en fait. Est-ce qu'on a une idée de, là vous dites, avec un peu de budget, qu'est-ce que ça représente une campagne influenceur? Ça va dépendre si tu fais appel à Enjoy Phoenix, qui est très axé là-dessus. Attention, si vous êtes référencé à Enjoy Phoenix, si vous faites appel à Enjoy Phoenix, forcément, ça coûte très, 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 très cher. Mais des fois, en local, vous avez des influenceurs qui cherchent de la visibilité ou qui ont envie de le faire et qui se font des fois même pas payer, en fait. Ça dépend vraiment. Franchement, je peux pas te dire. C'est vraiment, je dirais, en fonction de votre façon de bidouiller, votre audace, la façon d'aller contacter différents partenaires et d'aller tester des choses. Parce que les réseaux sociaux, la création, ça va être un petit peu de temps en interne, un peu avec des outils de graphisme, des canevas, des choses comme ça. Même si vous n'êtes pas un graphiste, vous pouvez faire des choses très sympas. Tout ce qui va être Google Ads, en travaillant sur de la longue traîne avec des mots-clés un petit peu plus longs, si on part sur des mots-clés qui coûtent peut-être 20, 40, 50 centimes le clic, avec des budgets de 100 ou 200 euros, je vais pouvoir quand même générer quelques clics. Et 200 clics à l'échelle de petits distributeurs ou même de distributeurs moyens, si c'est ça par mois, que j'en transforme ne serait-ce que 50%, c'est 100 ventes clients que je fais en plus, avec un budget de 100 euros ou 200 euros par mois, mais bien investi. L'emailing, bon, si vous avez des solutions d'emailing comme ce qu'on peut proposer chez nous ou des concurrents, c'est quelque chose qui n'est pas très très cher aujourd'hui. Les campagnes influenceurs, comme elle disait, soit vous allez sur des influenceurs qui sont très connus, qui vont vous demander peut-être des cachets ou des choses comme ça pour mettre en avant vos produits, soit c'est des influenceurs plus locaux qui sont un petit peu moins connus, vous allez créer un relationnel. Vous allez peut-être lui envoyer 3 produits, une gourde personnalisée à son nom, et il fera la vidéo en échange, je dirais, parce que lui, ça va lui apporter du contenu, va gagner lui-même de la communauté et trouvera son intérêt autrement que purement financièrement. En fait, si vous misez sur des influenceurs qui ont 10 000 followers ou moins, ça va vous coûter, souvent ça vous coûte des produits ou ça va vous coûter, allez, grand max, quelques centaines d'euros en fait. Pour faire des stories et des posts, je parlais. Si vous faites à des followers qui sont à 20K de followers ou plus, on compte peut-être les produits et plusieurs milliers, 1000, 2000 ou plus même d'euros. Et après, forcément, si vous allez plus haut, c'est de plus en plus cher et c'est pas que des produits. La seule chose à savoir avec les influenceurs, c'est qu'on ne reçoit pas un colis dans un carton. En fait, c'est une expérience, le fait d'ouvrir un colis, parce que souvent, quand on reçoit des colis, on les filme, on les partage en fait en direct à notre communauté. Et du coup, il faut que derrière, dans le colis, il y ait à minima un mot écrit à la main, en fait. Bonjour, et personnalisé, pas quelque chose que vous avez imprimé, que vous avez envoyé à 100 influenceurs, ça ne marche pas. Par contre, souvent, ce que vous n'osez pas faire, c'est que vous n'osez pas envoyer un petit message sur Instagram en disant « Voilà, nous, on fait ça, est-ce que ça t'intéresserait qu'on te fasse découvrir notre univers ?» Ça coûte rien, franchement. Au pire, les gens vous disent « Non, mais on le dit... » Enfin, je dis « On » parce que je ne suis pas une grosse influenceuse, mais je veux dire, même moi, quand ça m'arrive, je ne le dis jamais méchamment. Moi, je suis végétarienne, il n'y a pas longtemps, on m'a invité encore à découvrir une boucherie dans le Lot-et-Garonne. J'ai juste expliqué que non, j'allais pas le faire. Pourquoi j'allais pas le faire? Et du coup, ils m'ont invité à venir découvrir, par contre, comment ils faisaient pour produire d'autres produits. En fait, je trouvais ça cool, en fait. Mais c'est juste d'envoyer un petit message et de le personnaliser, ça, c'est important, voilà. Et tout ce qui est après presse, concrètement, la rédaction d'un communiqué de presse, c'est une page d'article qui résume un petit peu. Vous avez énormément, après, en ligne de plateformes qui vous proposent de mettre votre communiqué de presse, où tous les journalistes vont aller chercher tous les jours des sujets en lien, ils cherchent avec des mots-clés. Et si vous n'y êtes pas, vous ne remonterez jamais dans aucun
journal ou autre. Alors que si vous êtes présent et que vous postez ces choses sur les différentes plateformes qui sont à votre disposition, potentiellement un jour, un journaliste va récupérer cet article, va l'utiliser dans X ou Y magazine et va vous apporter une visibilité, je dirais, gratuite. Communiquez aussi avec vos mairies, vos communautés, vos régions, etc. Parce qu'ils sont généralement assez friands. Il y a toujours des petits guides de la ville ou des choses comme ça où on va mettre en avant certaines sociétés qui ont fait des actions, qui ont fait de l'innovation, voilà. Et on voit généralement souvent les mêmes, les gros. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de petits, sauf que les plus petites sociétés n'osent pas aller contacter ou prendre l'initiative de dire ben voilà, je viens de lancer ça, est-ce que ça pourrait vous intéresser de communiquer ça auprès de la ville, auprès de la région et en osant, on se rend compte que passer sur BFM Télé, des choses comme ça peut se faire parce ils cherchent énormément d'entrepreneurs pour venir parler de sujets, les démarches RSE, les choses comme ça. C'est des choses qui sont très à la mode. Avec un petit pitch bien fait, il est relativement facile de se retrouver à passer quelque part sans problématique. Et ça, c'était pour vous montrer ce qu'était le marketing, l'automation en marketing. Voilà, donc là, l'idée, c'est quand on commence à avancer un petit peu plus dans ces étapes, on va dire la finalité aujourd'hui va être de commencer à travailler sur des processus automatisés. Je vais mettre, voilà, switch. L'idée, donc là, vous avez plusieurs leaders du marché qui proposent des solutions plus ou moins chères. Il y a plusieurs moins, je dirais, grilles tarifaires dessus. L'idée concrètement, c'est qu'on va automatiser des actions, des tâches, en fonction d'événements précédents. C'est-à-dire, j'ai créé ma landing page et j'ai quelqu'un qui a rempli le formulaire de contact parce qu'il veut une démonstration avec moi, parce qu'il veut télécharger un livre blanc, parce qu'il veut découvrir mon nouveau site internet, etc., etc. Ce que je vais faire, c'est qu'au moment où la personne aura rempli le formulaire et cliqué sur envoyer, je vais mettre une étape derrière, par exemple, 3 jours après ou de suite, un mail de remerciement. Automatiquement, il s'inscrit, il recevra un mail de remerciement. Merci pour votre visite, nous vous recontactons dans les plus brefs délais. C'est automatique, vous ne perdez pas de temps, vous l'avez déjà programmé. Il l'ouvre, oui. Alors, quelques jours après, je vais lui envoyer un deuxième mail, la prise de rendez-vous, le livre blanc à télécharger, ou X ou Y chose. Il ne va pas l'ouvrir, ce premier mail. Et bien là, je vais me poser la question, comment je vais essayer de l'accrocher? Est-ce que je vais le relancer avec un second mail qui appuie sur un deuxième argument, qui peut-être là va le convaincre? Donc là, en fonction de votre objectif initial et de ce que vous voulez répondre, il faut réfléchir ce process pour essayer au maximum de faire interagir le visiteur et de l'attirer en fait sur votre besoin pour répondre à votre objectif. Donc l'idée, c'est vraiment de penser ces process avec tous les cas de figure et de se dire, ben voilà, s'il ouvre ce mail-là, qu'est-ce que je fais? S'il ne l'ouvre pas, comment je le relance? Le fait d'avoir prévu tout ça à l'avance et de l'automatiser va vous permettre, en fait, derrière, que ça roule tout seul. Vous avez mis quelques landing pages, quelques process qui peuvent être très simples dans un premier temps, 3-4 étapes qui vont s'enchaîner, mais qui vont vous éviter, je dirais, manuellement, à chaque fois que quelqu'un s'est inscrit, d'aller le saisir dans votre email, de faire un mail manuel, de l'envoyer, etc. Ça va vous permettre ça de faire du suivi. Parce que potentiellement, demain, j'ai 100 personnes qui se sont inscrites ici, et puis j'en ai que 40 qui arrivent ici. J'en ai perdu 60 entre là et là. Où est-ce que je les ai perdus? Qu'est-ce qui ne les a pas intéressés? Et je vais peut-être me rendre compte que le mail numéro 2, j'ai 50% de personnes qui ne l'ouvrent pas, qui ne cliquent pas dessus. Et donc là, je vais pouvoir me poser la question, pourquoi? Est-ce qu'il y a un argument qui n'est pas bon? Est-ce que j'ai une formulation qui ne leur plaît pas? Est-ce que je ne réponds pas à un de leurs besoins? Mais je vais pouvoir facilement identifier ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, c'est-à-dire les endroits où il y a des blocages, et venir optimiser le contenu de cet email, l'argument ou que sais-je, en fonction du besoin, pour éviter que j'en perde 50%, mais que j'en perde peut-être que 10%, etc., etc. Et donc le fait d'optimiser tout ça va vous permettre rapidement de visualiser où vous avez vos points de blocage et d'essayer de favoriser que si j'ai 100 personnes là, ce que j'aimerais au maximum, c'est d'en avoir 100 qui me contactent derrière, avec qui j'ai un rendez-vous ou autre. Est-ce que c'était assez clair? Donc on a terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? La dernière étape, on peut la faire soi-même à partir des applications, des trucs comme ça? Tout à fait. La question, c'était est-ce que cette étape automation marketing, on peut la faire toute seule ou il faut faire appel, j'imagine, à un prestataire
Ou est-ce que c'est des solutions logicielles qu'on peut implémenter soi-même? Alors, HubSpot étant le leader, c'est peut-être très complexe dans un premier temps, mais des solutions comme Pledzi, Marketo, ActiveCampaign sont tout à fait utilisables, je dirais. C'est juste de la logique. Vous voyez, là, c'est oui, non. Et là, il y a marqué j'ajoute un tag, donc un mot-clé en fait, sur le client, par exemple l'inscrit landing page. Ici, je vais envoyer un mail. Je vais cliquer sur cette petite tâche. On va me dire quel est le mail que vous voulez envoyer, l'objet, le titre. Des logiciels ou c'est sur leur plateforme? Alors ça, ce sont des logiciels, tout à fait. C'est des logiciels. C'est des logiciels en SaaS, donc accessibles sur Internet, comme un logiciel d'emailing, comme un Google Drive ou autre, mais qui va faire du processus. D'accord, ok. Bonjour. Moi, j'ai une question à propos de la langue dans laquelle on fait tous ces contenus. Est-ce que, par exemple, on va créer un réseau social pour la France parce que le marché principal est ici, mais on veut le faire aussi à l'international. Est-ce que on prend le risque de créer un autre compte qui est en anglais et du coup, on éparpille un peu tout le monde, ou est-ce que c'est pas grave de faire langue par langue Ça dépend sur quel réseau vous allez communiquer. Par exemple, au départ, sur Instagram, quand vous n'avez pas beaucoup de communauté, c'est bien de faire des posts, vous savez, qui sont plus courts parce qu'on est limité en termes de caractères, mais qui sont dans les deux langues. Et après, une fois que vous aurez votre image de marque qui est bien implantée et qui est assez grande, là, dans ces cas-là, vous allez pouvoir créer comme font des grosses sociétés, vous savez, la version France, la version anglaise. Par contre, s'il y a le même contenu sur les deux, ça ne sert strictement à rien. C'est juste qu'il faut savoir répondre. Nous, on le sait, par exemple, sur notre communication, en Allemagne, on n'a pas du tout la même... Parce que nous, on est une société avec des valeurs de proximité. Et en Allemagne, ça passe pas forcément aussi bien, cette proximité qu'on a. Les gens ne comprennent pas toujours aussi bien mes blagues que les Français. Et du coup, voilà, en fait. Donc, on n'a pas la même manière de communiquer. Et le contenu qu'on dispatche, en fait, n'est pas forcément le même. Après, il y en a, des fois, ça se recoupe parce que... Franchement aussi, on n'a pas toujours le temps en vrai de tout faire. Mais au début, moi, je le ferai dans les deux langues, en fait, le temps de créer en fait un attachement, une vraie communauté à votre marque. Parce que si vous démarrez direct, ça vous fait c'est comme si vous aviez deux maisons avec deux jardins à entretenir. C'est quand même du boulot, quoi. Voilà. Ça double le temps de travail. Après, ça va vraiment dépendre de vos spécificités, de les pays cibles aussi, parce que si c'est deux pays qui ont des cultures différentes, des contextes comme France, Allemagne, on ne communique vraiment pas différemment, enfin vraiment pas pareil. Espagne et Allemagne, c'est pareil. Je dirais sur l'Espagne, on va être plus sur le métaphore, sur le visuel. Voilà, on fait voyager. Les Allemands sont beaucoup plus cartésiens et on le sent dans la façon de communiquer auprès d'eux en fait. Donc, ça va dépendre de votre cible, de votre stratégie, mais dans l'absolu, plus on segmente, plus on spécialise par cible, meilleurs seront les résultats. Après, c'est à mettre en condition avec vos moyens humains, vos moyens de ressources, le temps d'y passer aussi. Voilà. Et sur LinkedIn, par contre, vous pouvez faire, vous savez, des pages. Alors, c'est pas le mot, et là, je perds mes mots, je vous avoue, mais c'est des pages enfants, en fait, de la première, comme des pages vitrines. Ce qui permet que vous avez une grosse page qui est votre marque, qui est peut-être dans la langue où vous avez le siège, où elle est la langue principale, et vous allez y rattacher des sous-pages, en fait, dessous, qui sont peut-être dans les langues. Ça peut être une façon de faire. Mais ça, c'est pareil. Si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, au début, vous publiez le même contenu, mais vous savez, dans la légende, vous mettez le drapeau, l'emoji drapeau là, français et par exemple anglais dessous. Et comme ça, les gens vont prendre l'habitude en fait que vos légendes sont toujours en fait dans les deux langues. Et c'est comme ça qu'au départ, vous allez voir si ça réagit beaucoup plus en anglais. Dans ces cas-là, ça vaut peut-être le coup de penser à prendre la page principale en anglais et de faire une page enfant sur LinkedIn en français. Après, c'est vous, voilà, vous allez voir. Mais laissez-vous le temps un peu que les choses réagissent. Parce que c'est pareil, quand on fait des réseaux sociaux, souvent, on voit nos clients, ils nous disent, mais au bout d'un mois, mais ça sert à rien, votre truc. Mais en fait, il faut plus de 6 mois, des fois, pour voir une communauté se créer. Mais parce que vous-même, vous n'appartenez pas à des communautés, vous ne déclarez pas des patients du jour au lendemain, en fait. La plupart des centres d'intérêt que vous avez se sont construits dans le temps aussi. Donc, c'est la même chose pour ça. Après, l'idée aussi, pour revenir un petit peu tout l'intérêt justement des landing pages dont on parlait tout à l'heure, c'est que dans ces cas de figure, par contre, vous allez facilement pouvoir créer une landing page en français et une landing page en anglais. Parce que là, c'est une page, un contenu, donc vous allez en faire deux. Vous allez pouvoir mesurer. Les arguments entre la page française et la page anglaise sont potentiellement un petit peu différents, ou l'ordre des présentés. Par contre, derrière, je vais pouvoir mettre deux processus différents. Sur la partie française, 2-3 tâches, avec un contenu français, etc. Et sur ma landing page anglaise, un processus potentiellement un petit peu différent sur quelques étapes. Donc là, ça va être très facile et très peu coûteux de créer en fait deux pages à ce moment-là.
Et derrière, vous allez pouvoir mesurer effectivement quel est le retour du nombre d'inscrits sur la page française par rapport à la page anglaise, et justement commencer à travailler un petit peu là-dessus. Il n'y a que pour les réseaux sociaux, vous pouvez faire dans les deux langues la solution de facilité. L'emailing, si vous nous les faites dans les deux langues, généralement, ça ne marche pas. Hein. Donc, vous faites bien un emailing par langue. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.